Les paysages sauvages du sud de l'Afrique grouillent de vie. Alors que la plupart considèrent les grands félins ou les énormes animaux à défense comme les vrais animaux emblématiques d'Afrique, peu apprécient ces plus petites créatures que l'on voit partout en Afrique, les antilopes. Elles aussi ont une vie riche d'histoire dans leur lutte quotidienne pour la survie. Toute une série d'épreuves centrées sur le besoin de se nourrir et de perpétuer la race. Ponctuées d'aventures qui ne manquent pas d'énergie, mais qui sont rarement racontées. Parmi celles-ci, deux antilopes se détachent du lot. Le springbok et l'impala. Pour ces deux-là, la vie en troupeau est essentielle à leur survie. Dans le sud de l'Afrique, les longues journées paisibles de l'été touchent à leur fin. Alors que les températures se font plus froides, les relations s'échauffent dans la brousse. C'est la période du rut, la saison des amours pour l'impala. En cette période de l'année, les mâles se battent pour gagner le droit de s'accoupler. Entre l'élimination des rivaux et la course aux femelles, la vie est rude. Cela laisse peu de temps pour manger et les mâles s'épuisent rapidement. C'est le moment le plus éprouvant de l'année et aussi le plus crucial, car seuls les vainqueurs auront le droit de s'accoupler. Les plaines du sud de l'Afrique sont peuplées d'antilopes. On y rencontre plus d'espèces que sur n'importe quel autre continent. Leur taille varie et vont de la petite céphalophe de Grimm ou oracifère, dont le poids avoisine celui d'un chat domestique, à l'élan massif, dont la taille et le poids sont celui d'une grande vache. Des forêts au désert, les antilopes représentent le pilier de l'environnement. Mais qu'elles soient grandes ou petites, toutes les espèces sont herbivores et sont par conséquent étroitement dépendantes des conditions de leur cadre naturel. Alimenté par les vents humides qui soufflent en provenance du chaud océan Indien, l'Est reçoit beaucoup de pluie. Souvent, plus de 1000 mm par an, et est couvert par une épaisse et luxuriante végétation. À l'opposé, les parties occidentales, moins arrosées par les pluies, moins de 500 mm par an, sont plus sèches et dominées par des régions semi-désertiques. L'eau est rare, de même que la nourriture qui est difficile à trouver. Ici, les périodes de sécheresse sont fréquentes et sévères. Les températures grimpent régulièrement jusqu'à 40 degrés. Et chaque plante, comme chaque animal qui vit ici, s'est très précisément adapté pour surmonter les rigueurs imposées par les conditions climatiques. Les régions situées à l'est sont beaucoup plus agréables.
La savane luxuriante bat au rythme de la vie qui l'habite. L'atmosphère est plus humide et les températures, loin d'être écrasantes, se maintiennent agréablement aux alentours des 30 degrés tout au long de l'année. La nature verdoyante et abondante offre des trésors de nourriture qu'il est très facile de se procurer. De chaque côté de cette ligne de partage du continent, deux espèces d'antilopes s'épanouissent. Dans les savanes vertes et boisées de l'Est, les impalas bénéficient d'un large choix de nourriture et se développent rapidement. Leur population totale a été estimée à plus de 2 millions d'individus. Seule une antilope les surpasse en nombre. Le springbok ou antilope à ressort. Plus de 2,5 millions d'individus peuplent les immenses plaines sèches de l'Ouest. Elles dominent ici grâce en partie à leur capacité à économiser la nourriture, même dans les conditions les plus drastiques, et à se nourrir de n'importe quel brin de verdure. Parmi les animaux qui vivent en troupeau, ces deux espèces sont celles qui prospèrent le plus en Afrique. Leur comportement grégaire remonte à la dernière période glaciaire, lorsque les forêts couvrant le continent ont commencé à disparaître. Les animaux ont, pour la première fois, migré vers de nouvelles plaines herbeuses. Ils se sont développés et ont commencé à parcourir de plus grandes distances pour trouver de la nourriture. Ces individus ont alors compris l'importance de rester groupés en troupeaux afin de pouvoir s'accoupler plus facilement et mieux se protéger contre les prédateurs. Malgré leur nombre important, les springboks et les impalas n'occupent jamais le même habitat et semblent respecter la ligne de démarcation humidité-sécheresse. Sans leur présence, l'Afrique aurait une toute autre apparence. Dans le centre aride de l'Afrique du Sud, le parc national Karoo s'étire sur 88 000 hectares. C'est l'un des parcs les plus spectaculaires du pays. Il est entouré par les hauts plateaux du Veld, qui dominent de vastes étendues qui, il y a des millions d'années, étaient occupées par une mer intérieure. Presque chaque animal qui vit ici s'est spécialement adapté à la survie dans des conditions de sécheresse extrême. Un petit troupeau de springboks broute dans la maigre végétation des plaines broussailleuses. Les springboks sont de petites gazelles mesurant de 70 à 90 cm au garrot et pouvant peser jusqu'à 45 kg. Ce sont de robustes tempéraments, capables de supporter les chaleurs les plus extrêmes. Des voyageurs ayant traversé le Karoo à la fin du XIXe siècle racontent avoir vu passer de gigantesques troupeaux de springboks, si nombreux qu'ils avaient mis toute la journée à dépasser leur camp. Ceux-là vont parcourir de longues distances à travers les plaines arides, profitant des chutes de pluie variables et imprévisibles de la région. Mais ces grandes congrégations appartiennent au passé. L'agriculture des temps modernes a perturbé les anciennes routes migratoires. Et dans le Karoo, les troupeaux de springboks se sont faits plus petits et sont aujourd'hui éparpillés à travers le paysage. À 500 km à l'est, dans le très célèbre parc national Kruger, situé dans la partie orientale et humide du pays, un troupeau d'impalas se ferait un chemin à travers la végétation luxuriante.
La vie ici est très différente. Le Kruger, comme le désignent avec affection les habitants de la région, est un gigantesque ruban de savane couverte de buissons qui s'étire sur près de 2 millions d'hectares le long de la frontière nord-est de l'Afrique du Sud. Le Kruger, qui est l'une des réserves sauvages les plus grandes et les plus prospères de la Terre, regorge d'animaux. La nourriture y est abondante et les herbivores géants, tels que les éléphants et les girafes, se régalent des branches supérieures des arbres, tandis qu'à leurs pieds, de grands troupeaux d'autres brouteurs se frayent un chemin à travers le paysage. C'est aussi dans cette partie de l'Afrique que se trouve la plus forte densité de prédateurs. Plus d'une centaine de milliers d'impalas broutent à travers l'épaisse végétation. Les impalas sont plus grands que les springboks. Mesurant près d'1 mètre au garrot, ils peuvent atteindre 76 kilos. Avec une telle abondance d'eau et de nourriture, beaucoup d'autres herbivores s'épanouissent. Non loin, une petite famille de koudous picore des feuilles. Les koudous et les impalas se mélangent souvent en troupeaux assez dispersés. Ces regroupements présentent certains avantages. Dans un monde contrôlé par les carnivores, avec près de la moitié des morts d'impalas provoquées par des prédateurs, plus on est nombreux à faire le guet, mieux c'est. Les prédateurs aussi sont répartis à travers les plaines arides du sud de l'Afrique. Mais ici, les animaux se soucient tout autant d'éviter la chaleur et de trouver suffisamment de nourriture que d'éviter d'être dévorés. Aux frontières de l'Afrique du Sud, avec la Namibie et le Botswana, l'une des régions les plus sèches de la partie occidentale, se trouve l'une des réserves les plus emblématiques, le parc transfrontalier de Kalahari. Le springbok est ici l'antilope qui domine en nombre. Durant l'été, la chaleur accablante atteint souvent les 40 degrés en milieu de journée. Ce sont les springboks qui s'en sortent le mieux. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent, passant de l'herbe aux buissons jusqu'aux plantes grasses, selon ce que leur imposent les conditions. Ce jeune mâle est en train de déterrer de jeunes pousses sur le lit de la rivière. Après avoir mangé, il part se mettre à l'ombre pour digérer son repas. Les springboks sont passés maîtres dans l'art d'éviter la chaleur. Ils exposent leur croupe blanche au soleil, réduisant ainsi la quantité de chaleur absorbée. Leur bas-ventre blanc absorbe également une moins grande quantité de la chaleur qui monte du sol. Et ils recherchent l'ombre pour éviter la canicule. Se rassembler à l'ombre de ces acacias présente un autre avantage. Les springboks mangent les graines tombées des cosses de l'arbre, une source nutritive de grande valeur dans un climat aussi rude. Quant à l'arbre,
il compte sur les springboks pour disperser ces graines. L'écosse renferme des graines extrêmement dures qui résistent au système digestif des springboks. En se déplaçant, les springboks emportent les graines avec eux pour les redéposer ailleurs sous forme de tas d'excréments très riches en nutriments qui permettront aux graines de pouvoir germer. Mais le fait de se regrouper à l'ombre des arbres pour éviter le stress de la chaleur présente un inconvénient. Ils deviennent ainsi une cible plus facile pour les prédateurs. Un guépard solitaire est en train de descendre le lit asséché de la rivière. Ce sont les mammifères terrestres les plus rapides. Ils peuvent atteindre les 110 km/h sur de courtes distances. Les springboks l'ont vu approcher. Mais comme il est encore loin, ils ne s'en inquiètent pas. Tant qu'ils ont de l'avance sur le félin, ils ont un avantage. La famille de suricates qui se trouve non loin n'a pas cette certitude. Mesurant entre 25 et 30 cm, ils pèsent à peine 1 kg. Ce sont les proies principales des rapaces et d'un grand nombre de prédateurs terrestres, dont le guépard. Ils ne peuvent pas distancer les guépards comme les springboks et comptent sur le refuge de leur terrier quand ils sont menacés. Tout comme pour l'antilope, la vigilance est essentielle. La famille place des sentinelles pour s'assurer qu'ils ne seront pas pris par surprise. Cela permet au reste de la famille de fouiller le sol pour trouver de la nourriture. Même les spermophiles profitent du système d'alerte précieux de leurs voisins. Chaque menace a un cri qui lui est propre. La sentinelle sonne l'alerte et la famille court se mettre à l'abri. Un parent proche, la mangouste jaune, légèrement plus grande, partage le terrier des suricates. Mais la mangouste n'est pas un pique-assiette. Elle participera à l'entretien du terrier et aidera même les suricates à étendre leur réseau de tunnels souterrains si nécessaire. Mais les mangoustes jaunes profitent surtout de la vigilance hyper pointue de leurs compagnons. Et la vigilance est vraiment la clé de la survie quand vous vous trouvez du mauvais côté de la chaîne alimentaire. Que leur habitat se situe dans l'ouest aride ou l'est luxuriant, les herbivores sont toujours plus nombreux que les carnivores. La vie est plus facile à l'est, où la végétation est abondante. Mais la substance des plantes est difficile à digérer. Les impalas disposent d'un arsenal d'outils pour surmonter ce défi. Cette femelle, qui est en train de ruminer, broie les feuilles avec ses dents et, ce faisant, y ajoute les enzymes de sa salive. Puis, elle avale. Et ensuite, régurgite la nourriture afin de la mâcher à nouveau. À chaque fois que la nourriture ruminée est avalée, elle se mélange aux enzymes et aux microbes de l'estomac qui aident à décomposer la cellulose très résistante de la plante.
Sans cette alternance plusieurs fois répétée de rumination et d'ingestion, les ruminants seraient incapables d'obtenir des plantes qu'ils mangent les éléments nutritifs dont ils ont besoin. Cela veut dire aussi qu'ils consacrent moins de temps à chercher de la nourriture et peuvent donc en profiter pour se reposer et ainsi éviter la chaleur. Les carnivores se reposent également sur l'efficacité de ce système digestif, mais de façon très indirecte. Avec ces prédateurs qui rôdent, les impalas doivent être vigilants s'ils veulent survivre. Grâce à leurs grandes oreilles omnidirectionnelles, ils ont une ouïe excellente. Et leurs larges naseaux leur permettent un sens de l'odorat très développé. Leur vue est excellente et leur permet de détecter des mouvements à de longues distances. Et leur champ de vision est d'environ 300 degrés. Cependant, les menaces ne viennent pas seulement de l'extérieur du troupeau. L'impala mâle est le seul à porter des cornes qu'il utilise dans ses bagarres pour gagner les femelles. Ce mâle a repéré un intrus sur son territoire. Il adopte une attitude agressive pour décourager son opposant. Ils croisent leurs cornes et s'engagent dans un combat éliminatoire pour déterminer la suprématie de l'un ou de l'autre. Ces combats entraînent rarement des blessures permanentes tant que le perdant prend le large. Leurs cornes, conçues pour lutter contre les autres mâles, ne sont pas destinées à frapper et percer, ce qui leur donne peu de valeur en termes de défense. Ces cornes sont une entrave dans ces espaces broussailleux restreints et les femelles n'en ont pas l'utilité. Dans les immenses plaines de la moitié aride du pays, c'est une toute autre histoire. Ici, les deux sexes sont affublés de cornes et les scientifiques se sont longtemps demandé pourquoi. Selon une première théorie, les springboks femelles auraient des cornes pour que leurs fils adolescents leur ressemblent. Au sein des troupeaux mixtes, la compétition est intense parmi les mâles adultes. Donc plus les jeunes mâles peuvent être confondus avec des femelles, plus ils sont épargnés par les dominants. Selon une théorie plus récente, les femelles auraient des cornes afin de décourager les prédateurs, du fait qu'elles sont très faciles à repérer. Effectivement, dans les espaces dégagés, les prédateurs repèrent facilement les antilopes. Et comme les cornes ont un effet dissuasif, les mâles et les femelles l'emportent. Plus on est grand, plus on est facile à repérer et plus on a besoin d'atouts dissuasifs comme les cornes. Ceci explique pourquoi le Gemsbok ou Oryx gazelle, animal nomade du désert beaucoup plus grand, porte des cornes impressionnantes en proportion avec sa taille. Comme les springboks, les mâles et les femelles sont dotés de ces armes aussi tranchantes que des épées. Dans la partie aride du Grand Karoo, à l'extrême sud-est du périmètre des springboks, c'est maintenant l'hiver. L'hiver est la saison des amours pour les springboks. Ce mâle territorial marque les buissons avec les sécrétions de glandes qu'il a sur la tête. Il avertit ainsi les conquêtes potentielles et élimine les rivaux. Partout, la tension est palpable.
Un jeune mâle ignore l'avertissement et le mâle dominant le remet à sa place. Le territoire n'est pas assez grand pour qu'ils se le partagent. Le dominant chasse son rival, pour l'instant. Dans les plaines africaines, c'est la survie du plus fort. Le mâle dominant, bien que blessé dans la bagarre, a gagné le droit de s'accoupler avec de nombreuses femelles, transmettant ainsi ses gènes aux futures générations. Tandis que l'arbre généalogique du perdant ne donnera plus aucune descendance. De retour dans le secteur est plus humide du parc Kruger, un mâle dominant cherche une partenaire. Il a repéré une femelle en chaleur et la poursuit de ses ardeurs. Elle l'entraîne dans un joyeux ballet et le pauvre mâle, comme envoûté, se contente de la suivre avec espoir. Il tire la langue et hoche la tête avec enthousiasme, faisant de son mieux pour convaincre sa future partenaire. Celle-ci finit par céder, s'arrêtant brièvement pour qu'il la rejoigne. Une fois l'accouplement terminé, il ne manifestera plus aucun intérêt pour celle qui restera pourtant sexuellement active pendant plusieurs jours. Elle sera courtisée par d'autres mâles durant cette période et s'accouplera jusqu'à 4 fois avec ses nouveaux prétendants. Les troupeaux d'impala se multiplient au nord dans les plaines verdoyantes d'Afrique de l'Est. Ici, il n'y a pas de springbok, mais il y a 5 autres espèces de gazelles. On trouve 2 d'entre elles dans le très célèbre cratère Ngorongoro de Tanzanie, à des milliers de kilomètres plus au nord. Encerclé par les pentes abruptes de l'ancien cratère, c'est l'un des paysages les plus fascinants d'Afrique. Les sols fertiles, issus du passé volcanique du cratère, alimentent une véritable ménagerie d'animaux sauvages. Dans le Ngorongoro, les gazelles de Grant et les gazelles de Thompson broutent souvent ensemble. Les gazelles de Thompson, également appelées
tomises sont les antilopes les plus répandues en Afrique de l'Est, car elles préfèrent l'herbe courte des grandes plaines dégagées. Par leur couleur et leur taille, elles sont très similaires aux springboks. On pense que la couleur de ce pelage sert de camouflage aux troupeaux, les protégeant des prédateurs tels que les lions et les guépards. Mais le camouflage a ses limites, et toutes les gazelles des grandes plaines de l'Est de l'Afrique sont aussi extrêmement rapides. Retour dans les lits asséchés des rivières du parc transfrontalier du Kalahari, où la performance athlétique est d'une importance capitale. Ces springboks se montrent facétieux. On pense que ce comportement avertit les prédateurs potentiels de leurs étonnantes capacités physiques. Il se pourrait aussi qu'ils libèrent des phéromones ou constituent un signal important pour le reste du troupeau. Cependant, d'autres points de vue plus romantiques suggèrent qu'ils sautent tout simplement de joie. Même dans les régions où la végétation est plus dense, les capacités athlétiques comptent beaucoup pour éviter les prédateurs qui rôdent. L'impala peut, sans effort, sauter à 3 mètres du sol sur 11 mètres de longueur. Ils sont aussi rapides. Même s'ils n'égalent pas les sassabis ou tsessébés, l'un de leurs plus proches parents. Les sassabis, dont la taille est plus du double de celle de l'impala, peuvent atteindre une vitesse de 60 km/h, ce qui en fait les antilopes les plus rapides du monde. Le bubal et le gnou sont aussi des parents proches de l'impala. Au premier abord, il peut sembler étonnant que ces animaux soient si proches. Les impalas sont gracieux, alors que tout chez le gnou semble grossier et maladroit. Il y a une chose, cependant, que tous les membres de la famille ont en commun. Ils vivent dans des espaces dégagés et se rassemblent en troupeaux. Et les grands troupeaux attirent des prédateurs comme les lions, et comme les léopards. Vivre en troupeau a ses avantages. Les yeux sont nombreux pour repérer le danger. Il est donc important de rester groupé. Les individus malades ou les plus jeunes qui sont à la traîne sont les cibles principales. Les prédateurs ne sont pas les seuls à suivre les troupeaux. Un héron garde-bœuf se nourrit des insectes que soulèvent les sabots. Les troupeaux d'antilopes fournissent sur leur passage 1,5 fois de nourriture en plus à cet oiseau que s'il devait faire l'effort de la chercher. Les pique-bœufs à bec rouge suivent aussi les troupeaux. Ils fouillent leur fourrure pour récupérer un repas facile. Les impalas tolèrent ces profiteurs parce qu'ils apprécient leur toilettage. D'autant que les pique-bœufs sont capables d'éliminer les tiques agaçantes des endroits les plus difficiles à atteindre.
Les ectoparasites, comme les tiques, ne sont pas seulement irritants. Ils véhiculent aussi des maladies. Donc, les impalas profitent de leur service. Tout un monde s'articule autour de ce que laissent les antilopes après avoir brouté. Des bousiers bleus récoltent des crottes d'impala. Il existe plus de 2000 espèces de bousiers. Celui-ci est un rouleur. Il compacte les excréments en une pelote qu'il fait rouler sur d'assez longues distances avant de l'enterrer. Les pelotes fécales servent de nourriture aux bousiers et à leurs petits. S'il est chanceux, sa pelote attirera une femelle qui y pondra ses œufs. Il enterre la pelote bien à l'abri, permettant aux larves en plein développement de grignoter peu à peu leur habitat pour rejoindre la surface. En enterrant ces pelotes, le scarabée injecte également de précieux nutriments dans le sol, permettant ainsi un essor végétal qui fournira plus de nourriture à l'impala au sein du grand cycle de la vie. Impala et springbok sont de nature très proche, mais ne partagent quasiment jamais le même habitat. À une exception près. Le parc national Etosha dans le nord de la Namibie. Situé au cœur du désert aride du Kalahari, au sud-ouest de l'Afrique, ce parc de 22 000 km² est renommé pour son abondante vie sauvage. Les animaux se regroupent autour des points d'eau de la réserve afin de survivre à un environnement desséché. Un impala à taches noires est venu se désaltérer au point d'eau. On le reconnaît immédiatement aux taches noires qui ornent son museau. L'impala à taches noires est une sous-espèce qui vit en Angola et dans le nord de la Namibie. Il est mieux habitué à son habitat désertique que l'impala ordinaire qui vit à l'est. Les deux espèces vont souvent se reproduire de façon hybride lorsqu'elles se rencontrent, mais l'impala à taches noires est vulnérable et Etosha reste l'un de ses derniers bastions. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de Namibie cherche à garder les spécimens entre eux, mais la tâche est difficile. Des fermes abritant de nombreux impalas ordinaires entourent Etosha. Et le gouvernement essaie de maintenir ces animaux hors du parc national. Sur les rives des magnifiques points d'eau du parc Kruger, un troupeau d'impalas ordinaires s'abreuve avec nervosité. Le danger guette aux abords de ces points d'eau. De gros crocodiles, comme celui-ci, de plus de 4 mètres de long.
Effrayés, les impalas se replient dans la brousse pour être en sécurité. Mais là aussi, le danger rôde. Le troupeau s'est un peu éparpillé, permettant à un guépard solitaire d'attraper une des femelles. Il se gave de chair fraîche. Mais le guépard est le plus petit des grands félins. Il doit finir rapidement son festin. Si des lions ou des hyènes en quête de charogne sentent l'odeur de l'animal tué, ils viendront chaparder la dépouille. Le guépard inspecte nerveusement les alentours. Après avoir satisfait sa faim, il s'éloigne. Avec la marche des saisons, c'est le retour de la pluie. Le printemps s'éveille dans la savane humide du parc national Kruger en Afrique du Sud. Les arbres et les buissons se gonflent d'une nouvelle vitalité. De nouveaux venus envahissent le paysage. C'est la saison de l'allaitement. Et la brousse regorge de jeunes spécimens. Les bébés tètent leur maman durant les 4 premiers mois et demi. Tous les membres de la famille sont agités. Les petits sont des proies faciles. Les léopards et les chacals ne se privent pas de les chasser. C'est pourquoi les femelles ont dû synchroniser les naissances. Face au grand nombre de nouveau-nés, il y a suffisamment de nourriture pour les mères en période de lactation. La multitude des jeunes submerge les éventuels prédateurs et réduit le risque potentiel. Mais il vaut mieux rester vigilant. Un destin périlleux attend ces jeunes animaux. La moitié seulement va survivre au-delà de la première année et atteindre l'âge adulte. Et les survivants prendront leur place dans les grands troupeaux d'Afrique. Dans les grands espaces du sud de l'Afrique, ces 2 espèces dominent le paysage. Les springboks et les impalas constituent la plus importante population d'antilopes, se chiffrant par millions. Bien que vivant sur des territoires différents, elles sont au centre de l'immense spirale de la vie qui se déploie au cœur du sud de l'Afrique. Depuis les déserts arides de l'Ouest jusqu'aux savanes humides de l'Est.
Ces deux espèces sont indispensables à la survie des plantes et des animaux qui vivent de chaque côté de cette ligne de démarcation. En Afrique, le springbok et l'impala règnent en maître absolu.